Au milieu de la forêt des Champs-Barons se cache le premier centre de formation à la manœuvre maritime du monde. Port-Revel abrite 12 maquettes reproduites au 1/25e qu'il faut arriver à diriger dans des eaux parfois piégeuses. Grenoble-Alpes Métropole, c'est 49 communes, de la ville à la montagne. La collectivité soutient aussi l'agriculture locale et le développement des filières courtes comme ici au Sapé en Chartreuse. Et puis pour la première fois, c'est vous qui allez pouvoir désigner le binôme porte-drapeau aux prochains Jeux paralympiques à Tokyo. Le nageur grenoblois David Smetanine attend votre vote. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 11 juin 2021, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Il était un très gros navire en mars dernier. C'est 10% du trafic mondial qui se retrouvait paralysé pendant 6 jours dans le canal de Suez, bloqué par le porte-conteneur géant thaïlandais Evergiven, échoué en plein milieu. Parce que manœuvrer un navire d'une longueur de 4 terrains de football, ça ne s'improvise pas. Il existe des bassins d'apprentissage. Ils ne sont que 7 dans le monde. L'un d'eux se cache dans la forêt des Champs-Barons en Isère. Lilian Veillé. Apprendre à manœuvrer un porte-conteneur en modèle réduit, mais avec exactement les mêmes contraintes que dans un port à l'autre bout du monde, c'est l'un des objectifs du centre de formation de Port-Revel, où s'exercent chaque année près de 200 pilotes et capitaines. On leur demande de maîtriser cet élément extérieur perturbateur par rapport au plan d'eau et donc de composer avec le courant pour s'accoster. Et pourquoi on a mis 2 piquets, c'est pour qu'ils aient un espace restreint comme dans la réalité pour s'accoster entre 2 navires. Là, c'est le modèle réduit d'un porte-conteneur de 400 mètres de long et 62 mètres de large. Mais ici, les dimensions des pétroliers, des gaziers et des paquebots sont toutes divisées par 25. C'est l'échelle idéale, ni trop gros, ni trop petit. C'est-à-dire qu'il faut que le stagiaire puisse monter dans la maquette. Et si vous faites une échelle trop grande, la maquette est énorme. Donc ce sont des coûts de fonctionnement, des coûts de possession qui sont très importants. Le principal atout de ce centre, c'est l'exactitude avec laquelle il réalise les ports de New York, San Francisco ou encore du canal de Suez. Les courants, les flancs, le fond, tout est reproduit à l'identique. Le lac apparaît comme étant très joli, très bucolique, mais en fait, il est rempli de problèmes pédagogiques. C'est-à-dire que chaque centimètre carré a été fait vraiment dans un but précis. Nous avons des moyens de simulation dans tous les domaines, c'est-à-dire nous pouvons faire des vagues, nous pouvons faire du vent, nous pouvons faire des courants. Et donc nous avons 12 maquettes qui permettent aux pilotes maritimes et aux capitaines de navires de se former dans des conditions normales comme dans des conditions d'urgence. On peut leur faire les pires des scénarios, justement pour les former et pour que dans la réalité, après nos stages, ils soient en sécurité sur leur navire. Au milieu des vagues et du courant, mais aussi des fends et des serres, les pilotes maritimes réalisent souvent des stages de 5 jours, une formation où 80% de la clientèle est étrangère. Depuis la création de ce site en 1967, Artelia, le leader français de l'ingénierie indépendante, a déjà formé 7260 pilotes et capitaines. Et pour pouvoir s'inscrire et passer un stage à Port-Revel, il faut avoir une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine maritime. Et j'en profite aussi pour remercier chaleureusement Lilian Veillé pour son sujet et tous les autres. Après 2 ans de bons et loyaux services, il a choisi d'aller voir le monde en cargo, peut-être. On lui souhaite bon vent et plein de bonnes choses et surtout, on l'embrasse très fort. Respirer, c'est une démarche globale qui doit intégrer de nouveaux réflexes et de nouveaux modes de vie qui doivent tendre à privilégier autant que possible les circuits courts. La métropole grenobloise veut développer l'agriculture locale et aide les paysans à s'installer sur le territoire dans le cadre d'un appel à projet développement des filières courtes. Charlotte Faulkner vous dit pourquoi et comment en visite gourmande chez 2 jeunes agriculteurs, Marjolaine et Joseph, à la ferme de la Forie, au Sapé en Chartreuse. C'est en Chartreuse, au Sapé, que Marjolaine et Joseph ont posé leurs valises. Il y a quelques mois, ils reprennent l'exploitation agricole de la Forie. Aujourd'hui, ils ont déjà 20 vaches, dont 10 laitières, sur les 58 hectares de prairies que compte la ferme et produisent près de 200 litres de lait par jour. On s'est installé officiellement en novembre 2020. On a commencé à traire en février cette année 2021 et tout de suite à transformer en fromage blanc, fromage frais, d'atome. Du lait et bientôt des yaourts. Dans le cadre de son appel à projet filière courte et aide à l'installation, la métropole de Grenoble veut soutenir et développer l'agriculture locale ainsi que les circuits courts. En fait, la métropole monte en puissance dans sa stratégie de soutien à l'agriculture locale, aux nouveaux
aux agriculteurs et agricultrices, producteurs et productrices qui s'installent sur le territoire, à la fois des aides à l'installation, des aides au foncier. Et nous montons en puissance, je dirais, dans le cadre de notre politique agricole. Parmi les exploitants soutenus par la métropole, Marjolaine et Joseph, ils ont reçu 21 260 € d'aide, un vrai coup de pouce pour les 2 co-gérants de la ferme. Alors cette aide, elle nous a beaucoup servi. Donc on a eu 2 types d'aides. Une première aide à la trésorerie. En gros, c'est une forme d'aide à l'installation qui nous a permis un peu de financer un peu pas des besoins du quotidien, mais des contenants en verre ou des investissements pour la ferme. Et ensuite, on a eu une subvention sur du matériel de fromagerie. Et donc là, c'est vrai que ça nous a vraiment beaucoup aidé parce que le matériel de fromagerie, c'est souvent du matériel qui coûte cher. On a le pasteurisateur, le chaudron en cuivre, les tuves. Donc c'est quand même un investissement qui est assez conséquent. Prochaine étape pour les 2 agriculteurs, la fabrication de yaourts et l'acquisition de nouvelles bêtes. Ils vendent leurs produits au magasin de producteurs de Bivier, le comptoir de nos fermes, et à l'épicerie du Sapé, les paniers Sapéillard. Depuis 2016, au Sapé, la métropole a soutenu 4 exploitations et 5 agriculteurs pour donc s'installer, se diversifier et entretenir les coteaux. Préparez-vous à voir fleurir les drapeaux français un peu partout dans les prochains jours avec l'Euro de foot qui débute ce soir. Mais pour David Smetanine, il n'y a qu'un seul drapeau tricolore qui compte, celui que le nageur paralympique grenoblois espère pouvoir porter à l'occasion du 24 au 7 septembre des Jeux paralympiques à Tokyo. À 46 ans, il ira chercher sa 10e médaille. Pour la première fois de l'histoire, ce sont des binômes filles-garçons qui seront désignés. Et pour la première fois de l'histoire, vous avez la possibilité de voter pour vos candidats préférés. Les votes sont ouverts sur le site portonsledrapeau.fr depuis aujourd'hui et jusqu'à la fin du mois. C'est un moment particulier parce qu'on implique le public, on les intègre à la dimension sportive. On leur fait prendre conscience aussi que le haut niveau paralympique, c'est du sport de haut niveau. Et on les intègre à cette belle équipe de France quelque part aussi, quoi. Donc, moi, il y a 2 choses, hein, forcément. Au-delà de l'honneur immense personnel que ça peut représenter, j'ai aussi envie d'avoir ce rôle-là de capitaine. C'est le rôle de capitaine est très important pour valoriser aussi notre belle discipline, parce que la natation n'a pas toujours été en premier abord sur les premières lignes, malgré les résultats qu'ils ont obtenus en général ou qu'on a obtenus. À Tokyo, ça serait 5 jeux, c'est pas rien. Très peu l'ont fait. Et c'est sûr que j'en ai eu des frissons, quoi. On en a tous rêvé comme sportifs, et je disais souvent, c'est quelque chose qu'on ne cherche pas à défendre. On ne va pas à la conquête d'un porte-drapeau, on ne va pas se battre pour être porte-drapeau, on ne va pas, comme dans un combat, chercher à être porte-drapeau. On a cet honneur ou on ne l'a pas, quoi. Donc le premier pas, il a été extrêmement apprécié. C'est un moment très solennel, singulier et vraiment émouvant, de reconnaissance. Mais pour que ce soit pertinent, il ne faut pas que ça s'arrête là, il faut que ça aille plus loin. On ne sera plus qu'à 3 ans après Tokyo de Paris 2024, et de ramener ce drapeau-là à la maison, d'être le lien intergénérationnel entre le Japon et la France ensuite, ça serait vraiment fantastique pour moi, c'est évident, quoi. Et la lanceuse de disques de Voiron, Mélina Robert-Michon, est elle candidate pour être porte-drapeau des Jeux Olympiques du 23 juillet au 8 août. Les lauréats seront en l'espèce choisis par leur père. Verdict début juillet. Si certains rêvent de décrocher une médaille olympique, d'autres rêvent de décrocher la Lune. 100 000 candidats ont répondu à l'annonce de l'Agence spatiale européenne déposée en février dernier pour trouver ses futurs spationautes. Lors de la précédente vague de recrutement en 2008, 10 avaient franchi la ligne d'arrivée sur plus de 8000 aspirants, dont Thomas Pesquet. Aujourd'hui, c'est vous qui tentez votre chance. Clément Hubert, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 28 ans, vous êtes originaire de Cessin, dans la banlieue grenobloise. Pourquoi avez-vous décidé de postuler ? Parce que je pense que c'est vraiment une manière de mettre à profit l'ensemble de mes compétences au service de la société. Je pense vraiment que le spatial permet de faire avancer par des progrès techniques, scientifiques, concrets, et donc faire émerger des avancées pour la société. Et puis parce que ça vous fascine aussi l'espace, peut-être un petit peu. Voilà, donc ça permet en fait de faire la synthèse entre ma volonté de me rendre utile et également mon goût pour l'aventure. Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu de votre CV ? Alors de base, je suis ingénieur de l'école ENSTA et également de Supaéro, comme Thomas Pesquet. Et puis plus récemment, je me suis engagé au sein de l'armée de terre, donc en vue de devenir officier. Donc cette année, j'ai étudié à Saint-Cyr. Également, donc, je suis ambassadeur du spatial pour le CNES. Et
sur mon temps libre, j'aime faire du parapente, de la gymnastique. Vous êtes très et piloter. sportif. Plutôt. Ouais, il faut aussi des qualités psychologiques. Absolument. Je pense que c'est au moins aussi important que les qualités techniques et les compétences techniques, dans le sens où on n'a pas envie de partir avec n'importe qui dans l'espace. Il faut d'une part garder sa lucidité dans des situations relativement extrêmes et d'autre part avoir de bonnes qualités interpersonnelles pour passer jusqu'à 2 ans si... Il faut être un bon camarade. Voilà, c'est ça, un bon coloc. Mais je pense qu'on a tous été entraînés cette dernière année à vivre en colocation confinée. Et puis comme on part aussi avec des personnes de différentes nationalités, il faut aussi s'entraîner un petit peu à parler plusieurs langues. C'est ça. Il y a d'une part la langue et d'autre part la culture. Donc à arriver à dépasser les clivages qu'on pourrait avoir parfois. Mais donc c'est quelque chose que je fais parce que à l'Insta j'avais eu l'occasion d'apprendre le japonais. Et puis plus récemment, j'apprends le russe, puisque la Russie est un partenaire d'exception. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Vous vous préparez dans l'éventualité d'un coup de fil de l'ESA? Alors ce coup de fil, j'ai encore un petit peu de temps avant de le voir venir, ça sera plutôt à la fin de l'été. Pour le moment, donc, j'ai déposé ma candidature. Et dans l'intervalle, je m'entraîne donc à piloter. J'apprends donc le russe. Je me suis perfectionné en plongée et puis donc avec l'armée, je vais avoir la chance d'effectuer une formation d'alpiniste avec le 7e BCA de chasseur alpin. Voilà, c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal. Est-ce que vous avez discuté, rencontré d'autres candidats? Oui, je pense notamment à Laura Jourdan qui est biologiste de formation et exploratrice polaire, basée à Marseille, et donc qui se prépare également pour représenter. Donc ce sont des profils très différents. Oui, c'est particulièrement intéressant comme sélection parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de parcours type. Il y a quelques prérequis, évidemment, mais les parcours sont très variés et chacun a vraiment quelque chose à faire valoir. Et donc c'est ça, chacun a sa chance puisque après, c'est sur le terrain, en fait, au pied du mur, qu'on verra le maçon. Vous suivez ce qui se passe en ce moment, évidemment, dans la Station spatiale internationale? Je suis avec intérêt, donc notamment l'expérience pilote qui est effectué par Thomas Pesquet donc, dans la mission Alpha, qui consiste en fait à utiliser la réalité virtuelle et le retour sensoriel pour piloter, donc en l'occurrence, le bras mécanique à l'extérieur de l'ISS. Et en fait, ce sont des expériences élaborées par le CNES pour tester de nouvelles applications donc, de la réalité virtuelle pour les neurosciences. Très bien. Et alors, je signale que s'il reste des candidats, il n'y a plus qu'une semaine pour déposer les dossiers. C'est jusqu'au 18 juin. Merci beaucoup, Clément Hubert. Et puis, on vous souhaite bonne chance et on espère vous revoir pour une bonne nouvelle. J'espère également. Ce n'est qu'un au revoir après les reports à répétition du spectacle Roméo et Juliette pour cause d'épidémie de Covid-19. La Fabrique Opéra tentera la passe de 2 en 2022 en proposant non seulement le spectacle tiré de l'œuvre de Shakespeare, mais aussi la comédie musicale Cabaret qui se déroule dans l'Allemagne des années 30. C'est Philippe Arlot qui sera chargé de la mise en scène. Le casting pour les 7 rôles principaux débutera en septembre. La Fabrique Opéra avait déjà proposé une comédie musicale en 2009, c'était West Side Story. Ils ne pouvaient pas mieux tomber à quelques jours des élections régionales et départementales. Ils seront sur la scène du Théâtre en Rond de Sassenage samedi pour le prix de l'Ascension, une pièce qui suit le parcours de 2 jeunes énarques dans l'univers impitoyable du pouvoir. On regarde un extrait. L'énarque comprend des sujets multidimensionnels dans leur globalité. Il en extrait la substantifique moelle pour quelqu'un qui comprend moins bien. T'as faim, t'as soif, tu veux quelque chose? C'est pas un peu tôt pour manger là? Oh bah je cumule les tickets repas de l'agglomération, de la mairie et de députés. Je peux manger jusqu'à 9 fois par jour. T'en fais pas, j'ai faim. Rien que vous et les Français, sans intermédiaire, sans regarder vos petites fiches. Est-ce que vous pourriez nous donner, moi je ne sais pas moi, au hasard, hein, le prix d'un ticket de métro? Oui, c'est 7,50 €. 7,50 €. Soit le prix de 2 baguettes. Mais la déconnexion est totale. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Chose promise, chose due. On se quitte avec une affiche du Voiron Jazz Festival qui se déroule jusqu'à dimanche. Et pour conclure, c'est donc Alfio Origlio et Celia Kameni à 21h40 au Grand Angle. Enjoy, belle soirée, excellent week-end à tous. Everyone's feeling pretty. It's hotter than July.
the drive.